2019. Dans la chaleur de la nuit d'été, au détour d'une ruelle commerçante, Shu cherche à s'échapper, comme tant d'autres avec lui. Ils sont là. Les gaz lui brûlent le nez, la gorge, les yeux, malgré ses protections improvisées. Le cordon de police se rapproche. Il faut faire vite. Sois comme l'eau, se rappelle Shu. À peine le temps d'aider à relever ce vieil homme devenu presque plus enragé que lui face au gouvernement aux ordres de la Chine, et Shu parvient à se faufiler dans une bouche de métro salvatrice. Il jette un rapide coup d'œil à son téléphone pour prendre connaissance du nouveau point de rendez-vous des manifestants, décidé à l'instant dans sa boucle télégramme du jour. Pas de répit pour les braves. Il paraît que depuis peu, c'est comme ça qu'on le nomme. Salut à toi, Hongkongais, Hongkongaises. Quel est le point commun entre les films de Kung-Fu et les mouvements de contestation décentralisés du type Gilets jaunes? Alors non, c'est pas Christophe Détinger, l'homme qui a pris les CRS pour des punching balls, devenant instantanément un héros populaire. Non, là, je te parle de stratégie. Comment le Kung-Fu a influencé ce type de mouvement? Eh ben, c'est grâce à lui. Bruce Lee. Si on le connaît pour sa carrière cinématographique et sa maîtrise des arts martiaux, c'est d'une citation de lui en particulier dont je veux parler ici. I said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. Like that, you see? Soyez comme l'eau. Bruce Lee était loin de se douter que son enseignement allait influencer l'un des mouvements de protestation les plus innovants, impressionnants et sur sa propre terre, celui des Braves de Hong Kong en 2019 et 2020. Et comme nous, Français, on est des habitués de la révolte, on a peut-être 2-3 trucs à apprendre de ce qui s'est passé là-bas. D'autant plus qu'au moment d'écrire cette vidéo, le mouvement social du 10 septembre est en préparation. On ne sait pas encore de quoi il sera fait, ni à quel point il sera suivi, et encore moins s'il durera dans le temps. Tout ce que je peux dire, c'est que dans cette vidéo, il y aura des pistes de réflexion et la découverte de tactiques pouvant mettre en déroute pendant plusieurs mois un gouvernement et sa police. Mais si vous êtes comme moi avant d'écrire cette vidéo, vous êtes peut-être pas complètement au fait de la situation à Hong Kong, ni de ce qui a mené à cet épisode de révolte en 2019. Hong Kong, c'est un petit territoire du sud de la Chine de 7 millions d'habitants, vivant sur environ 1000 km², à peine 30 km sur 30. Et il est composé essentiellement de deux parties, la région continentale de Kowloon ainsi que l'île de Hong Kong. Historiquement, le territoire a été cédé par l'Empire chinois à l'Empire britannique, qui en a fait une colonie de 1841 jusqu'en 1997, date à laquelle elle a été rétrocédée à la Chine. Pendant tout ce temps, Hong Kong a vécu une politique libérale à la mode occidentale, qui en a fait une enclave capitaliste dans un territoire communiste. Bon, je simplifie. Et ce retour dans le giron de la Chine en 97 ne s'est pas fait sans condition. La République populaire de Chine a permis à Hong Kong de garder son système législatif, de gouvernance, sa monnaie, pendant 50 ans après la rétrocession, soit jusqu'en 2047. Hong Kong est donc autonome dans la plupart de ses décisions, poursuit une politique plutôt libérale et démocratique, tout en appartenant à la République populaire de Chine. Cette modalité est régulièrement nommée un pays, deux systèmes. Et c'est là qu'on commence à se rapprocher de l'élément déclencheur de notre histoire. En février 2018, un jeune homme hongkongais est accusé du meurtre de sa petite amie lors de leurs vacances sur le territoire chinois. L'homme est alors revenu à Hong Kong, là où aucun accord d'extradition n'existait encore avec la Chine. Et c'est alors que le gouvernement hongkongais s'est emparé de cette affaire pour lancer en février 2019 un processus de loi d'extradition entre Hong Kong et la Chine. Problème, pour une partie de la population hongkongaise, cette loi mettrait en danger les accusés ainsi que toute personne travaillant pour les droits humains, qui serait alors potentiellement soumise aux méthodes brutales et arbitraires chinoises, procès inéquitables et faits de torture. Parmi le front des opposants, il y avait un tas d'organisations pour les droits humains, comme Amnesty International ou Human Rights Watch, qui étaient inquiets de voir advenir un moyen de pression anti-contestation. Pétitions, déclarations communes opposées à la loi venues de nombreux secteurs d'activité, motions de censure du gouvernement, toutes les strates de la société hongkongaise se sont mobilisées avant le 12 juin 2019, la date fatidique du vote de la loi.
Face à ce rejet, le gouvernement de Carrie Lam a bien amendé le texte, mais a persévéré dans son choix de mener ce projet à bien. À cet instant, les forces se mettent en place, mais pour le moment, rien ne dit que ce mouvement va tenir en respect un gouvernement pendant plusieurs mois. Pour ça, il manque encore quelques ingrédients. Le truc, c'est qu'en 2019, Hong Kong garde en mémoire la révolution des parapluies qui a eu lieu au même endroit 5 ans plus tôt seulement. La révolution des parapluies, ou mouvement des parapluies, ce qui serait peut-être plus approprié, est un ensemble de manifestations et de blocages dans la lignée des mouvements d'occupation de place, comme Occupy Wall Street, des Indignés, ou de Nuit debout en France. Les Hongkongais se battaient pour l'élargissement du suffrage universel et ont dû subir les gaz de la police en réaction. Ils ont appris à s'en protéger avec des parapluies qui sont rapidement devenus le symbole de la contestation. Mais ce mouvement, qui n'a pas abouti, a quand même permis aux participants de se rendre compte d'une chose. Il faut une stratégie pour échapper à la répression et permettre aux idées portées par le mouvement de perdurer dans le temps. Et pour ça, les Hongkongais vont trouver une idée portée par un compatriote inattendu. En 1971, Bruce Lee est interrogé dans une interview restée célèbre. Be water, my friend. Les manifestants vont le prendre au pied de la lettre et devenir un véritable fluide insaisissable, rapide et puissant. C'est vraiment ce qui caractérise ce mouvement, et je vais y revenir plus concrètement un peu plus tard. Enfin, la stratégie du Black Bloc est certainement celle qui a massivement influencé les participants les plus remontés. Elle-même issue de contestations dans l'Allemagne de l'Ouest des années 80, la stratégie du bloc s'est peu à peu généralisée au fil des manifestations altermondialistes des années 90-2000. Aujourd'hui, chaque défilé de gauche contient des participants au bloc, qui sont régulièrement pointés du doigt dans les médias comme responsables de l'ensemble de la mauvaise tenue de ces défilés. Il y a des guillemets pour ceux qui se posent la question. Ces influences ont participé à forger une identité particulière à ce mouvement hongkongais dès sa formation. Ça l'a pas empêché d'évoluer au fil des mois et de devenir lui-même une source d'inspiration pour les résistants du monde entier. Mais comment on fait ça? Comment on peut réussir à créer parmi les plus endurcis des contestataires? Alors voilà la question à 1 million. Comment on passe de ça à ça? Pour toutes les personnes qui ont vécu des mouvements de contestation dans les cortèges, ça paraît assez évident. Il suffit de vivre la répression policière d'assez près. Mais c'est pas suffisant. Pour la chercheuse en sciences politiques Donatella Della Porta, il s'agit d'un mécanisme se décomposant en 3 processus qui participent à radicaliser ces manifestants. Ce qui explique que celles et ceux qui regardent ça de l'extérieur ont moins ce sentiment qui se développe. Et d'autant moins que ces personnes regardent ces événements par le prisme des médias, mettant particulièrement en avant les destructions de biens matériels. Soutien aux familles des vitrines au passage. Le premier des processus décrits par Della Porta est la transformation cognitive. C'est ce qui se produit quand on fait face directement avec les agents de l'État, la police, ce qui entraîne une expérience concrète et une meilleure connaissance de leurs forces et de leurs tactiques. La transformation cognitive des Hongkongais a eu lieu le 12 juin 2019. C'est précisément ce jour que la loi d'extradition, l'objet de la colère populaire, devait être votée. Après plusieurs jours de contestation records rassemblant des centaines de milliers de personnes pacifiques, une nouvelle manifestation d'envergure a eu lieu. Carrie Lam, la chef du gouvernement, assimile ces manifestations à des caprices auxquels il ne faut pas céder, et à un manque de pédagogie. Et là, on note la fâcheuse habitude mondiale des dirigeants qui expliquent à leur population que finalement elle est quand même un peu teuteux. Je pense que nous avons insuffisamment expliqué ce que nous faisons. Et puis il y a une deuxième erreur qui a été faite, c'est le fait d'avoir probablement été trop intelligent. Évidemment, ce genre de sortie ne passe pas et a plutôt tendance à raviver la flamme de la mobilisation. Ça, plus le fait que le 12 juin, les manifestants ont subi un épisode de répression policière qualifié de l'un des plus sévères de l'histoire de Hong Kong, et ont appris que le gouvernement ne céderait pas sans aller plus loin dans la confrontation. Amnesty International a même condamné les exactions et violations des droits humains et pris cet événement comme exemple de ce qu'il ne faut pas faire pour maintenir l'ordre. Le second processus, c'est la transformation affective qui a lieu lorsque les activistes vivent des épisodes bouleversants lors des actions menées. Assister à ou subir soi-même un tir de LBD, de grenades assourdissantes et les graves blessures qui en découlent va générer un changement radical de tactique chez les manifestants, à la fois pour se protéger mais aussi pour retourner la violence contre les forces de l'État.
Les Hongkongais ont vécu de nombreux événements traumatiques qui ont participé à cette transformation affective. On peut parler de ce jour où des policiers ont poursuivi des manifestants jusque dans une galerie commerciale, frappant à tour de bras et provoquant la peur, la colère et le désespoir des témoins sur place qui n'avaient pour la plupart rien à voir avec les événements. Le 21 juillet 2019 a aussi été un tournant pour l'image de la police. Des membres de gangs violents liés à la Chine se sont mis à violenter des contestataires sans que la police ne les en empêche, ni ne les arrête par la suite. L'image de la collusion entre police et mafia chinoise leur collera à la peau et a choqué une grande partie de la population qui la pensait de son côté. Elle y gagne alors le surnom de police noire. Et puis, le dernier processus décrit par Della Porta est la transformation relationnelle qui se crée en se rapprochant des autres activistes. C'est la création d'une communauté en fait qui va permettre d'évaluer, d'inventer et de multiplier de nouvelles tactiques. La transformation relationnelle à Hong Kong s'est créée au fil des événements qui ont duré plusieurs mois, mais qui ont été amplifiés par des traumatismes communs. On peut citer le décès d'un manifestant, Ling Kit-lung, le 16 juin 2019. Sa mort a provoqué des marches de solidarité et un deuil partagé par les milliers d'opposants à la loi d'extradition. Plus le temps passait, plus les slogans changeaient eux aussi, passant de Hongkongais résistez à Hongkongais vengez-vous. C'est la dernière étape de la transformation. En intégrant une communauté d'opposants ayant directement vécu la violence et compris que c'est la seule réponse qu'apportera un gouvernement à la solde de la Chine, une bonne partie des contestataires s'en est remis à l'action directe en espérant le faire reculer. Du moins, le tenir en respect, comme le 25 août, où la police a dû en venir à tirer à balles réelles, en l'air heureusement, pour disperser la foule. En ayant poussé les policiers à la faute flagrante, les manifestants ont réussi à les enfermer dans une crise de légitimité. La police, au départ plutôt soutenue par les Hongkongais, est devenue la cible de leur colère et de leur rejet et l'a isolée de la population. Elle est devenue le cœur du problème en soutenant par la violence un gouvernement perdu et sans issue pour sortir de la crise politique. Un ancien officier de police de Hong Kong l'admet, de nombreuses personnes ont été convaincues que la police ne faisait pas la différence entre manifestants pacifiques et violents, qu'elle était indifférente à la sécurité des civils et même qu'elle collaborait avec des gangsters. Et cette évolution explique aussi la grande acceptation des stratégies dites violentes parmi les manifestants. En venant des rangs pacifistes, les radicaux ont brisé le clivage qui pouvait exister entre les deux camps. Pour les participants au mouvement, une règle est à respecter à la lettre. Ne pas se diviser. Les manifestants se sont mis d'accord. Toutes les formes d'action sont acceptées et reconnues comme participant à la contestation, qu'elles soient pacifistes ou radicales. Une étude de 2022, qui a observé près de 5500 actions sur une période d'1 an de contestation anti-loi d'extradition, montre que parmi les 15 actions les plus fréquentes du mouvement, on compte 3 tactiques d'action directes, utilisées à plus de 100 reprises chacune. La même étude montre que plus le mouvement a duré, plus on s'est dirigé vers des tactiques multiples, acceptées par la majorité des participants, ce qui a permis de faire bloc et donc de tenir en respect le gouvernement hongkongais. Bref, la transformation en militant acharné contre le gouvernement s'est faite dans la douleur, la sienne, mais aussi celle de ses proches, de ses camarades, qui ont vu et subi directement la violence dite légitime de l'État. Mais cette transformation a aussi fait émerger de nouvelles tactiques et stratégies au sein de la contestation. C'est le moment d'ouvrir les yeux et de tendre l'oreille, de sortir son bloc-notes au besoin. Voici le petit manuel hongkongais en 5 leçons pour épuiser la police et faire s'arracher les cheveux de n'importe quel gouvernement. Je l'ai dit plusieurs fois, la contestation de Hong Kong a fait sienne le mantra de Bruce Lee, être comme l'eau. Être comme l'eau, ça signifie être insaisissable, rapide, puissant, qui peut s'infiltrer partout, qui surprend et qui s'échappe. À la différence des mouvements précédents d'occupation comme Occupy Wall Street, les contestataires hongkongais ne restent pas sur place. Ils s'échappent pour se regrouper plus loin, donnant du fil à retordre aux policiers. Les petits groupes partent en occupation sauvage et ciblée d'un bâtiment gouvernemental, envahissant les halls d'entrée, les escaliers roulants et les ascenseurs. Dès que le gouvernement ferme le bâtiment et renvoie le personnel pour la journée, les manifestants quittent les lieux et passent à leur prochaine cible. Les manifestants peuvent alors occuper brièvement un lieu stratégique, comme le quartier général de la police, ou encerclent un autre bâtiment en quelques minutes, puis se dispersent vers un nouvel objectif dès que les premiers gaz lacrymogènes sont lancés. Une stratégie du hit and run permis par la réactivité des réseaux comme Telegram ou Signal. Soyez comme l'eau. Mais les participants ont étendu cette phrase. Soyez comme l'eau
durs comme la glace, rassemblez-vous comme la rosée, dispersez-vous comme la brume et fleurissez partout. L'idée était de lancer des actions dans plusieurs endroits en même temps afin de surpasser la police et de la désorganiser. En réaction, la police a quand même réagi en se postant aux sorties de métro et lieux de passage importants pour attendre les manifestants qui s'échappaient des rassemblements. Et pour pas que ça arrive, il vaut mieux éviter les itinéraires les plus fréquentés. Être comme l'eau, voilà la première leçon venue de Hong Kong. En septembre 2019, toutes les manifestations furent interdites à Hong Kong et il devint réellement très dangereux, ne serait-ce que de participer pacifiquement à ces rassemblements. Pour échapper à la police, il était donc important de préserver au mieux son anonymat, d'abord physiquement, sur les lieux des protestations évidemment, avec des masques et des vêtements noirs non identifiables. À certains endroits, on pouvait aussi trouver des piles de vêtements en libre disposition, afin que les manifestants se changent en sortant des lieux de protestation. Mais l'anonymat est recherché aussi sur internet, en verrouillant voire supprimant ses réseaux sociaux et ses traces sur différents sites. Et en effet, des sites étaient mis en place par les soutiens du gouvernement pour doxer, révéler les identités des participants. Mais le doxing est aussi une tactique utilisée par les sympathisants du mouvement pour mettre la pression sur les partisans du gouvernement, des policiers ou même des membres de leur famille. L'anonymat est la seconde règle pour se protéger soi-même et ses proches. Ne pas divulguer son identité est une nécessité. Alors il faut pas non plus oublier que ici en France, cacher son visage, ne pas être identifiable lors d'une manifestation, c'est illégal. Mais à Hong Kong, après septembre 2019, les manifestations étaient déjà interdites, donc ne serait-ce que d'y aller, c'était déjà considéré comme hors la loi. La troisième règle, c'est celle qui a fait la particularité du mouvement hongkongais. C'est l'inventivité dont ont fait preuve les participants pour développer de nouvelles tactiques de résistance urbaine et ne pas se cantonner à des occupations de place ou à des manifestations classiques d'un point A à un point B. On connaît l'équipement du Black Bloc, dont j'ai déjà dit qu'il s'agissait d'une influence évidente sur la contestation anti-loi d'extradition. Mais au-delà d'éléments qui sont aussi utilisés dans le bloc, comme les lunettes, le casque, masque, vêtements noirs, pas mal d'entre eux ont rallongé la liste pour devenir de véritables soldats des rues, adaptés à l'environnement urbain et à la répression policière. Du masque à gaz aux gants anti-brûlure, en passant par des lance-pierres, des planches de natation ou de repassage pour se fabriquer des boucliers, tout est bon pour se protéger et ne plus reculer face à la police. Je vous mets des liens en description pour voir tout ça, c'est assez parlant. Certains manifestants, encore plus motivés que les autres, construisent des catapultes ou s'arment de lances improvisées avec des tiges de bambou pour repousser les charges de policiers munis de simples matraques. En créant des sortes de phalanges grecques des temps modernes, ils parviennent parfois à tenir la police en respect. À tel point qu'ici, sur ces images, c'est ce qui a provoqué le tir en l'air du policier acculé avec ses collègues dont je parlais tout à l'heure. Le parapluie est peut-être l'équipement le plus marquant qui a été popularisé lors de la contestation de 2014. Il permet de se protéger des lacrymogènes, une tactique largement adoptée en France et couramment utilisée dans nos mouvements sociaux. Ils peuvent même, lorsque les conditions s'y prêtent, par un mouvement d'ouverture-fermeture rapide et répété, repousser un nuage de gaz. Mais ils servent aussi à protéger l'identité des manifestants lorsqu'ils érigent une barricade ou repeignent une caméra pour l'aveugler. Le Serflex est un accessoire de base pour dresser une barricade. Il en suffit de quelques-uns pour attacher entre elles des grilles de chantier. En seulement quelques minutes, les manifestants peuvent créer un obstacle ralentissant fortement la police lorsqu'ils occupent un lieu stratégique. Le plus impressionnant d'entre eux étant le barrage d'Andragon, qui a par exemple été utilisé lors de la réforme des retraites en 2023 et quasiment impossible à déplacer sans véhicule. Afin d'empêcher l'accès aux bâtiments du gouvernement, les manifestants hongkongais ont fixé des pavés sur les routes, créant un champ d'obstacles bloquant les véhicules légers. Bloquer les transports, c'est une action extrêmement efficace de désobéissance civile dans le but de désorganiser la vie économique du pays. À Hong Kong, une ville où le métro est central, occuper les stations les plus importantes ou déclencher l'arrêt d'urgence des trains a été une tactique utilisée par le mouvement de contestation. Route, métro ou aéroport, tous les transports de la ville ont donc été visés. Les Hongkongais ont donc été particulièrement disruptifs dans leur tactique, une stratégie qui est donc largement soutenue par Emmanuel Macron. Non. Dans un conflit physique, quel qu'il soit, la logistique est essentielle, et c'est vrai aussi pour la communication. À Hong Kong, le soutien et l'entraide entre groupes a été l'élément essentiel à la résilience de la protestation, et au fait qu'elle ait duré.
Des chaînes humaines de plusieurs kilomètres pouvaient se former pour acheminer de l'eau ou différents objets aux premières lignes grâce aux groupes de manifestants plus éloignés des affrontements et formant des groupes de soutien. Grâce à un simple signe de la main en l'air, on pouvait signaler un besoin particulier très précisément sur les lieux occupés, que ce soit pour des parapluies, des câbles en nylon ou des casques. Pour éviter les bousculades provoquées par les attaques de la police pouvant entraîner de graves blessures, la foule a adopté la retraite en cadence. En adoptant la marche militaire en rythme, elle reculait en bon ordre sans se marcher dessus. La communication interne du mouvement a aussi été l'une des plus inventives. Au-delà de l'usage massif des applications cryptées, Telegram ou Signal, des applications grand public et n'ayant rien à voir avec le mouvement ont été détournées de leur utilisation. Tinder, Uber ou même Pokémon Go ont servi à faire passer des points de rendez-vous et de localisation d'adversaires du mouvement à éviter. Une action particulièrement marquante fut la publication d'annonces dans les médias internationaux pour interpeller les participants du G20 à Osaka, au Japon, les 28 et 29 juin 2019. En recherche de soutien externe pour leur mouvement, une cagnotte fut lancée pour acheter des espaces publicitaires dans des journaux comme le Times, le Guardian ou même Le Monde. Une pleine page dans ce type de journal de référence dans différents pays, ça se remarque. La campagne de financement participatif fut un succès fulgurant et a atteint 700 000 € en à peine quelques heures. L'idée étant de forcer les dirigeants du G20 à regarder ce mouvement et à se positionner dessus. Sans surprise, seuls les pays affirmant un soutien aux libertés individuelles ont au mieux manifesté de l'inquiétude quant à la gestion du mouvement. Toutes ces actions ont marqué la communauté internationale de par leur nouveauté, leur ambition et leur efficacité. Et il y a une chose qui explique ça, et ça sera la 4e règle. Les participants au mouvement avaient pour eux d'être jeunes et éduqués. Plus de la moitié d'entre eux ayant moins de 30 ans et les 3/4 étant diplômés du supérieur. On a donc affaire à de nombreux étudiants ou jeunes travailleurs avec un attachement fort à leur identité hongkongaise. Pour certains observateurs, la stratégie de se répartir les rôles lors des manifestations vient justement de l'univers des jeux vidéo, où l'on retrouve le tank, le mage, le soigneur, etc. Un schéma a pas mal tourné à l'époque. Je le mets en description pour que vous puissiez le partager, mais on va s'attarder un peu dessus pour comprendre chacun des rôles. La première ligne a, au fil des mois de protestation, gagné son surnom de brave, car ils font face directement avec la police avec de simples parapluies et parfois en la repoussant avec leurs armes improvisées. Ce sont eux qui encaissent les charges avec les porteurs de boucliers et maintiennent la police à distance en permettant aux autres d'occuper un lieu ciblé. Les mages du feu ont été appelés ainsi car ce sont eux qui incendient les barricades et lancent des projectiles enflammés pour empêcher les policiers d'avancer. Les mages de lumière, quant à eux, utilisent de puissants pointeurs laser pour aveugler la police et les empêcher de tirer sur les manifestants. Évidemment, c'est pas une technique anodine, et un laser, s'il est assez puissant, peut engendrer des lésions oculaires. C'est donc une technique controversée. Il est à noter quand même que la police a aussi utilisé ces pointeurs laser pour aveugler les manifestants. Éteindre les grenades lacrymogènes, ça, c'est le boulot des pompiers. Si on n'a pas de gants anti-brûlure pour les renvoyer à l'expéditeur, alors il est possible de les arroser d'eau. Ça fonctionne, mais on risque de se prendre pas mal de gaz dans la tête. Armés simplement de bouteilles d'eau et de cônes de signalisation, les manifestants ont utilisé une autre technique extrêmement simple et efficace. Étouffer la grenade avec le cône et verser de l'eau par le haut dans le trou pour l'éteindre. En quelques instants, la grenade est hors service et n'a plus aucun effet. On peut alors profiter du cône comme porte-voix pour crier des slogans antifascistes. Et ça, c'est sympa. Et puis, il y a des fonctions de soutien, que ça soit les équipes filmant les exactions commises par la police, les street medics soignant les blessés, les ingénieurs qui construisent les barricades, ou les relais de communication qui diffusent les informations importantes telles que l'emplacement de la police et l'évolution de leur stratégie en temps réel. Chaque rôle est important et nécessaire à la protection du groupe, et c'est parce que les plus pacifiques acceptent que d'autres aillent à la confrontation directe, et sans les condamner ou les juger parce qu'ils desserviraient leur cause, que le mouvement s'est constitué en un groupe soudé. Une communauté solidaire et prête à s'entraider avec un même objectif. Voilà la 4e leçon. Et maintenant qu'on a appris à résister, il est temps de bâtir une alternative. Notre alternative. La 5e leçon nous dit qu'il est possible de résister face à des attaques, qu'elles soient physiques ou politiques, tout en réalisant des avancées pour la création d'un nouveau monde. On n'est pas cantonné à la défense de nos acquis, la conquête est aussi possible, et en même temps.
L'une des actions les plus marquantes a été d'intégrer les commerces au mouvement pro-démocratie par le biais de ce qu'on a appelé l'économie jaune. Les opposants à la loi d'extradition vers la Chine ont catégorisé les boutiques en fonction de plusieurs couleurs, afin d'afficher publiquement où allait leur soutien. Noir pour les commerces tenus par le Parti communiste chinois, rouge pour celles qui le soutenaient ouvertement, bleu pour celles soutenant la police de Hong Kong, et jaune pour celles soutenant le mouvement pro-démocratie. C'est vrai que pour nous, le jaune s'est souvent associé à la trahison, mais dans ce cas, c'est plutôt le contraire. Concrètement, des applications ont vu le jour pour attribuer collectivement les couleurs aux différents commerces de la ville, et les participants se sont précipités pour coller des post-it sur les murs de ceux marqués en jaune, avec des messages de soutien au mouvement. Ces murs, appelés les murs Lennon du nom du premier d'entre eux, ont eu pour effet de reconnaître visuellement en un seul coup d'œil les commerces pro-démocratie de ceux qui en restent éloignés, favorisant le boycott de ces derniers. Les commerces jaunes, entre eux, purent s'associer dans des réseaux de communication faisant leur autopromotion, augmentant encore leur influence dans la vie sociale, ainsi que, souvent, leur chiffre d'affaires. Certaines d'entre elles ont même ouvert leurs portes aux manifestants pour les laisser se ravitailler gratuitement. Les commerces bleus, quant à eux, subirent un boycott massif, qui réduisit pour certains drastiquement leurs bénéfices. Et il y en a qui ont été pris directement pour cible pour avoir soutenu la police. Une chaîne de télévision a par exemple été repeinte en bleu pour avoir diffusé des mensonges sur les manifestations, et sous la pression des participants, a vu certains de ses annonceurs retirer leur campagne publicitaire, créant un manque à gagner évident. Le mouvement ayant duré plus d'1 an, l'économie jaune a réussi à avoir un impact significatif sur les domaines de la restauration et du commerce de détail, les commerces jaunes ayant largement sorti leur épingle du jeu. Mais ce type d'action ne peut fonctionner dans tous les secteurs d'activité. La finance, le tourisme, le commerce ou la logistique, dominés par des entreprises soutenant le régime chinois, n'ont quant à eux pas été touchés par ce boycott massif, et on peut donc en conclure que cette action n'a finalement eu qu'un succès mitigé économiquement. Mais l'essentiel n'était pas là, car symboliquement, l'économie jaune a pu participer à créer une communauté de résistance et de solidarité. En se promenant dans les rues de Hong Kong, le mouvement était visible au premier coup d'œil, et ça, c'est le premier pas vers la création d'un nouveau monde. Pour autant, malgré les 10 000 braves de Hong Kong, les centaines de milliers de manifestants et leur ingéniosité, le gouvernement n'est pas tout à fait resté les bras croisés. À partir de septembre 2019, les manifestations ont été interdites, ce qui a participé à l'essoufflement du mouvement. Des pressions ont aussi été menées contre les participants du mouvement dans les entreprises, souvent celles pro-Chine, allant jusqu'à des licenciements pour avoir participé aux grèves. Suite à ces événements, le gouvernement central chinois a lui aussi réagi, en nommant de nouveaux responsables à Hong Kong et surtout en promulguant une loi sécuritaire spécifique à Hong Kong, permettant des peines de prison particulièrement lourdes dans le but de prévenir les actes considérés comme de la subversion ou de la sécession. De plus, l'état de droit hongkongais est devenu de plus en plus soumis aux décisions de la Chine, perdant de fait son autonomie législative. Au final, les Hongkongais deviennent plus vite que prévu des citoyens chinois comme les autres. De très nombreux participants au mouvement ont été incarcérés. Les élus d'opposition ont pour beaucoup abandonné leur mandat. Les groupes d'opposition se sont largement autodissous face à la répression chinoise, qui a directement et méthodiquement déconstruit les mécanismes de contre-pouvoir existants à Hong Kong. En conclusion, la contre-attaque du gouvernement hongkongais et surtout chinois a été particulièrement violente et destructrice pour la démocratie et les droits humains de la région. Face aux géants chinois, Hong Kong ne pesait pas grand-chose. 7 millions d'habitants face à 1,4 milliard. Évidemment, vu comme ça, il n'y a pas photo. D'autant plus que la population chinoise du continent n'a pas rejoint le mouvement. Ces structures n'étant pas adaptées et la répression chinoise étant ce qu'elle est, a su contraindre un peuple à rester sage. Pour certains, comme le professeur de l'université de Hong Kong, Francis Lee, spécialisé dans l'étude des mouvements sociaux, cette révolte a été la première contestation open source, c'est-à-dire sans leader, mise à jour en continu par les participants eux-mêmes et avec la mise en place d'outils de démocratie interne. Cette rébellion du petit poucet hongkongais face à la géante Chine pourrait bien avoir inauguré avec d'autres événements une nouvelle ère dans la protestation populaire. En alliant démocratie numérique, flexibilité et adaptabilité, les participants ont montré qu'un mouvement anarchique, au sens premier du terme, sans hiérarchie donc, pouvait prendre par surprise les autorités. Celles-ci ont surtout été dépassées par le nombre d'actions, leur diversité, leur réactivité
et ont été poussés à la faute à de multiples reprises, ce qui n'a fait que renforcer le sentiment de colère et donc l'engagement de la population. Pour autant, le mouvement n'a pas abouti. Non seulement une seule revendication a été obtenue parmi les 5 présentées publiquement dès le 12 juin 2019, mais le mouvement a en fait accéléré la mainmise de la Chine sur Hong Kong. Les manifestants emprisonnés et licenciés seraient à coup sûr d'accord pour parler d'un échec retentissant. Mais est-ce qu'il aurait pu en être autrement ? On peut évidemment se dire que face à une puissance aussi importante, rien n'aurait pu modifier l'issue du conflit. Mais si on observe les revendications de la protestation, l'abandon de la loi d'extradition et le reste, elles étaient spécifiques à Hong Kong, et la population du continent, en plus de déjà connaître l'ampleur de la répression chinoise, n'avait pas d'intérêt direct à soutenir, partager, voire s'impliquer dans cette contestation. Et c'est la raison pour laquelle il n'a pas fait tache d'encre en Chine, ce qui aurait peut-être modifier l'issue de la révolte. Bon là, évidemment, on est dans la politique fiction, mais si cet événement peut nous apprendre quelque chose, c'est bien que l'auto-organisation est une stratégie de défense efficace pour faire durer une contestation et donc l'engagement de plus en plus important de la population. À condition que les différentes tactiques, non violentes ou d'action directe, soient acceptées au sein des participants et que les revendications soient les plus larges possibles pour que le plus grand nombre se les approprie. Et si cette histoire t'a inspiré, tu peux soutenir l'Hydro-Mille-Têtes sur Ulule, je t'ai mis le lien en description. Mais surtout, laisse-moi te raconter une autre histoire, celle de la révolte qui a montré au monde entier qu'on pouvait créer une alternative au capitalisme sans pour autant terminer en régime autoritaire.